Je suis donc Charlotte Martinez, chargée de mission au sein du cluster Indura. Nous organisons donc ce webinaire dans le cadre du programme Idées Friches et sur le thème de l'urbanisme transitoire. Ce webinaire donc durera 1 heure avec une présentation commune donc de Anne Delos et Nathalie Feldman de Ma Friche Urbaine, associée à Anne-Sophie Courbière de SNCF Immobilier. Cette présentation donc sera suivie d'une série de questions-réponses. Et là, donc, je vais vous présenter les outils que vous aurez pour faire cette présentation, enfin poser vos questions. Nathalie, si tu peux passer au slide suivant, merci. Donc, vous avez pour le webinaire, quand vous bougez votre souris, la possibilité d'avoir les 3 outils que je vous ai entourés sur la slide, converser, lever la main et questions-réponses. Et donc, je vous invite à poser vos questions que vous aurez au cours du webinaire sur l'onglet questions-réponses. Et éventuellement, en fin de présentation, nous laisserons le temps justement d'échange. Et à ce moment-là, on posera vos questions-réponses aux présentatrices et on vous permettra sinon de les poser en direct en levant la main. Voilà, si en fin de séance, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, les coordonnées donc, des présentatrices seront à disposition, donc il ne faudra pas hésiter à les contacter. Et nous diffuserons éventuellement un document de foire aux questions avec les réponses à toutes les questions pour lesquelles vous n'auriez pas eu vos réponses lors de ce webinaire. Un dernier point, c'est qu'on enregistre ce webinaire pour nous permettre éventuellement de le diffuser ultérieurement. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et merci à tous. Donc une petite présentation, je vais vous faire une petite présentation de qu'est-ce qu'Indura et le programme Idées Friches dans lequel s'inscrit ce webinaire. Nathalie, merci. Donc Indura, nous sommes un cluster dans les travaux publics de génie civil dont l'objectif est d'innover ensemble pour favoriser des infrastructures plus performantes et plus résilientes et aussi plus économes. Nous avons une dizaine d'années d'existence avec environ 120 membres. Nous sommes 6 permanents et nous agissons sur 3 axes de travail qui sont les transitions écologiques, numériques et énergétiques, les risques naturels et la ville de demain. Et c'est donc dans ce dernier axe que l'on retrouve le programme Idées Friches que nous co-animons pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 3 réseaux qui sont le pôle de compétitivité Accéléra, donc pôle de compétitivité en chimie et environnement, le CERF, le centre d'échange et de ressources sur le foncier, et bien sûr Indura. Et l'objectif est donc de favoriser, redynamiser en fait la transformation des friches en Auvergne-Rhône-Alpes à travers différents outils et donc notamment ces webinaires qui permettent de transmettre des informations et des connaissances sur différents sujets. Je vais juste vous lancer un petit sondage pour savoir ce que vous connaissiez sur nous. N'hésitez pas à répondre. Et pendant ce temps, je laisse la main à Anne pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous. Nous sommes heureuses de l'intérêt que vous portez à l'urbanisme transitoire. Pour nous présenter brièvement, donc je m'appelle Anne Delos. Je suis présente ici avec Nathalie Feldman, qui est urbaniste et qui est spécialisée dans la participation citoyenne.
Et pour ma part, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les bureaux de conseil et d'études pour gérer le passif environnemental des sites. Et nous gérons ensemble, nous dirigeons ensemble Ma Friche Urbaine, qui est acteur de l'urbanisme transitoire. Et notre vision pour nous, c'est que les espaces délaissés sont une véritable opportunité pour créer des oasis urbaines, pour pouvoir expérimenter les usages, mais aussi les modes de fonctionnement pour faire ensemble la ville de demain. Et donc, notre mission vraiment est d'accompagner à la création de ces oasis urbaines et nous portons un intérêt particulier sur l'ancrage territorial des projets et ce, dès la conception des projets. Bonjour à tous, Anne-Sophie Courbière. Donc je vous remercie d'être présent avec nous. J'espère qu'on va vous faire passer un bon moment autour de l'Urba Transitoire. Donc moi, j'ai rejoint SNCF Immobilier il y a 1 an et demi maintenant. Et je suis rattachée à la direction immobilière territoriale Sud-Est. Donc je travaille principalement sur les territoires rhône-alpins, l'Auvergne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Et au sein du pôle valorisation, ma mission, c'est de travailler sur les sites qui ne sont plus utiles aux ferroviaires et sur lesquels on peut imaginer de nouveaux usages, un nouveau devenir. Donc, on a 2 missions principales. Soit on cède les terrains, soit on les développe sur des projets locatifs. Et c'est là où on a un grand axe de travail sur l'Urba Transitoire. Bonjour, je suis Claire Bourgeois, je suis chargée d'études, chargée de mission au Centre d'échange et de ressources foncières de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc le CERF. Comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, on est un des 3 réseaux qui participent à la démarche. Donc nous, on travaille sur le volet aménagement, immobilier, urbanisme et donc le foncier qui est notre cœur de métier. Je voulais rapidement vous présenter dans quel cadre ce webinaire, puisqu'en fait, il se fait dans le cadre d'une démarche qu'on a lancée sur le volet Idéfriche. Donc, Idéfriche, c'est un projet qui accompagne la reconversion de sites concrètement sur le terrain par un levier financier du FEDER et puis par un accompagnement, une animation qui est portée par Idéfriche. On a lancé cette démarche qu'on a appelée usage alternatif et transitoire parce que sur ces friches, là, sur ces terrains, il y en a qui ne sont pas en reconversion et qui ont des grosses difficultés à trouver une sortie, à trouver un usage. C'est des friches qu'on a appelées notamment les friches hors marché, hein, pour plein de raisons. Elles ne peuvent pas ou ont de fortes difficultés à être reconverties. Et donc, on s'est interrogé sur quels usages, nouveaux usages alternatifs, on pourrait trouver sur ces friches et transitoires, parce qu'il y a une forte notion de temporalité aussi dans tous ces sujets d'aménagement qui deviennent complexes et longs à mettre en œuvre. Donc, c'est une démarche qui prend plusieurs formes. Hein. C'est du coup des échanges avec les acteurs de terrain. C'est des journées. Donc, on a fait une première journée technique sur la base d'un appel à contribution le 12 septembre dernier sur les usages alternatifs, où on a eu des présentations de projets de centrales photovoltaïques, par exemple, de renaturation également. Et puis, on travaille aussi, et du coup, on voulait en juin faire une journée sur les usages transitoires, qui sont un enjeu très fort et très émergent sur ces sujets de nouveaux usages. Donc, pour accompagner également les maîtres d'ouvrage dans leur réflexion, on décline une série de fiches pour présenter un peu ces usages-là. Donc, pour l'instant, il y a la fiche photovoltaïque. Tous ces écrits, vous pouvez les retrouver, ces ressources sur le site d'Idéfriche. Pour recentrer sur le sujet du jour, donc l'urbanisme transitoire, on a cette petite fiche qui vous permettra de cadrer vraiment le contexte. Le but des fiches, ce n'est pas de donner toutes les clés, c'est de cadrer vraiment le champ des possibles, à la fois en fonction du contexte actuel du sujet, des possibilités, quelle temporalité, quels impacts, quelle filière d'acteurs. C'est une réflexion qui se veut à la fois sur le volet faisabilité technique et économique, mais aussi sur le volet social, le volet environnemental, voire écosystémique. Je pense que c'est des sujets qui vont être développés aujourd'hui, donc je vais laisser les paroles aux acteurs de l'urbanisme transitoire qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Claire. Donc, juste pour vous présenter un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, le webinaire, on a décidé avec Anne-Sophie que on allait articuler le webinaire autour des différentes questions que vous allez vous poser en tant que maître d'ouvrage. Pourquoi, Nathalie, tu peux passer à la slide suivante, merci. Notamment, par exemple, pourquoi l'urbanisme transitoire peut être un bon outil pour mon site, quand dois-je l'envisager, le mettre en œuvre, avec qui, enfin voilà, on a balayé l'ensemble des questions que l'on pensait opportunes. On va survoler rapidement le cadre juridique et réglementaire avant de conclure, mais tout d'abord, de quoi parle-t-on, Nathalie? Donc, l'urbanisme transitoire est quand même un concept qui est assez récent dans les 2 dernières décennies, mais qui a ses origines à partir des années 70, principalement dans la notion des squats, par ces occupations qui sont principalement par des actions culturelles et qui ont une caractéristique qui portent de l'autogestion et de l'action collective pour gérer ces sites. Et donc, c'est vraiment l'origine de l'urbanisme transitoire. Et cette appellation prend place dans un champ lexical beaucoup plus vaste, avec lequel les limites sont parfois floues. L'urbanisme tactique, on parle de tiers-lieux, donc de squat. Donc, il n'y a pas vraiment de définition académique de l'urbanisme transitoire. Plusieurs définitions ont été proposées et donc on va vous en présenter une. Donc, on a choisi avec Anne de vous présenter un petit peu ce que c'est que l'urbanisme transitoire pour nous chez SNCF Immobilier, parce qu'on trouve que c'est une définition assez vertueuse. Oui, je veux bien que tu reviennes en arrière, Nathalie. Merci. Voilà, après, effectivement, c'est un contexte assez neuf et donc les moyens de le définir sont très larges et on trouve beaucoup de travaux actuellement qui y travaillent. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment l'idée de donner un nouveau souffle à nos emprises non utilisées en déshérence et la création d'espaces de partage et de vie dans une temporalité qui est donc de transition, puisque l'objectif in fine, c'est la reconversion du site. Pour nous, tous les projets d'urbanisme transitoire doivent avoir une dimension expérimentale. On n'est jamais sur des projets qui sont figés. Une dimension partenariale et sociale. Et pour SNCF, c'est en alignement avec les valeurs d'innovation et d'intérêt général du groupe. Il y a aussi un autre point qui est assez important, c'est l'idée qu'on n'est pas dans une recherche de rentabilité immédiate. On est vraiment dans la création de valeur pour le groupe SNCF, pour le propriétaire, et dans la définition sur un temps assez long d'un projet urbain qui a du sens, in fine. Sur la slide, là, on voit une petite représentation de ce qu'est l'urbanisme transitoire. Donc, c'est l'IAU qui a beaucoup travaillé là-dessus depuis 2 ans, qui a fourni des éléments de contexte sur lesquels on s'appuie pas mal pour cette présentation. Et juste l'intérêt de ce petit schéma, c'est bien de dire que l'urbain transitoire, c'est du transitoire. Donc, ça doit être un temps entre 2 phases. Et ce temps, c'est vraiment la réappropriation d'un site qui est délaissé, qui est en déshérence, pour construire mieux la ville de demain. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, on voulait aussi vous faire un tout petit récap sur les tiers-lieux. C'est un terme qu'on entend beaucoup depuis, je dirais, 4 ou 5 ans. C'est un terme qui est parfois un peu fourre-tout, alors qu'en fait, il est plutôt assez bien défini et depuis assez longtemps. Et c'est surtout très souvent l'objet des projets d'urbain transitoire. Donc, c'est un sociologue américain qui a théorisé le tiers-lieu, qui est Ray Oldenburg. C'est une définition qui date de 89.
Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le tiers-lieu, c'est que l'idée de ce tiers-lieu, c'est que c'est donc le troisième lieu. Donc, ce n'est pas le lieu de vie, ce n'est pas le lieu de travail, c'est ce troisième lieu où on choisit d'aller. C'est vraiment un lieu de destination, on n'est pas obligé d'y aller. Il y a une envie, il y a un allant vers ces lieux-là. Donc, ce sont des lieux de rencontre, des lieux conviviaux, des lieux qui sont accessibles et surtout, ce sont des lieux de mixité. Mixité au sens large, hein, donc social oui, mais aussi générationnel et d'usage. Et donc, un tiers-lieu, pour qu'il soit un tiers-lieu, il faut vraiment qu'il regroupe différents usages. Très souvent, on va trouver des espaces de coworking, de bureaux partagés, des Fab Labs, mais on va aussi avoir des espaces de détente, de convivialité, des espaces de création pour l'activité artistique. On va avoir des lieux de vente, des lieux de mise à disposition de produits en circuit court. L'idée, c'est que ces lieux vivent en fait tous les jours, sur des journées de travail et en soirée, et aussi les week-ends. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez primordial dans la façon de penser la ville et la façon dont on l'occupe. Et ça l'est tellement devenu que l'État a mis en place une structure nationale de pilotage pour les tiers-lieux qui est relayée sur les territoires en région par des fabriques de territoires. Donc, il y a pas mal d'AMI qui ont été, d'appels à projets qui ont été lancés dernièrement par ces fabriques de territoires. Et les fonds de dotation sont quand même conséquents. On a un fonds de dotation de 20 millions d'euros sur 3 ans et un fonds d'investissement de près de 50 millions d'euros. Donc, c'est plus un épiphénomène aujourd'hui, l'urbain transitoire et les tiers-lieux. On est vraiment dans une volonté de construire différemment la ville de demain et d'avoir des projets qui sont en lien avec le territoire, de ne plus construire hors sol. On peut changer de slide. Donc, comme ça a été introduit par Claire, une notion qui est vraiment importante et omniprésente dans l'urbanisme transitoire, c'est la temporalité. Déjà, rien que sur le fait des différents types d'occupation, on peut avoir une occupation éphémère, temporaire, transitoire ou de préfiguration. Celles-ci, sur une échelle de temps, vont aller de quelques jours, quelques mois, des années, voire des dizaines d'années. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est l'objectif de l'occupation du sol que vous voulez en faire. L'occupation éphémère, ce sera donc une occupation limitée dans le temps. Elle répond vraiment à une attente et un besoin précis. Souvent, c'est une occupation événementielle, culturelle. Par exemple, on a sur Lyon les Nuits sonores, on a eu la Biennale de l'art contemporain dans les usines Fagor. Donc voilà, c'est une occupation limitée et qui répond vraiment à un objectif précis. L'occupation temporaire est souvent un peu plus longue, sur quelques mois, voire une année ou plusieurs années. C'est vraiment dans le sens d'une occupation intercalaire entre deux états, un passé et probablement un futur du site. Et l'occupation transitoire, dans l'utilisation de l'occupation transitoire, il y a vraiment une notion de lien entre l'occupation et le projet futur d'occupation pérenne du site, et il y a cette notion de préfiguration. On peut passer à la suivante. Donc aujourd'hui en France, l'urbanisme transitoire a été testé dans plusieurs villes, et Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Saint-Étienne, Lyon. Sur Paris notamment, l'IAU en 2018 avait recensé 77 projets d'urbanisme transitoire. La moitié était déjà terminée, donc il y a un début et une fin de cette occupation sur les sites. Récemment, ils ont actualisé leur état des lieux sur l'urbanisme transitoire en début de mars de cette année. Vous pouvez retrouver sur leur site web. Donc, il y a une bibliographie qui commence à s'accumuler de plus en plus, notamment par les études faites par les agences d'urbanisme. Les villes et les métropoles
s'approprie de cet outil, de l'urbanisme transitoire pour en faire un outil de politique de la ville. Mais également des aménageurs. Il y a des exemples et des approches qui sont très intéressantes, qui sont des approches multisites pour permettre aussi un maillage du territoire. On a par exemple l'exemple de Remède à Marseille ou de Est Ensemble au nord-est de Paris. Donc, on peut s'interroger sur le pourquoi ces projets d'urbain transitoire. Là, je me mets plutôt dans une position de propriétaire et de maître d'ouvrage. Qu'est-ce qui peut vous conduire à développer et à pousser et à porter ces projets-là? Donc, il y a souvent une volonté de rationaliser, c'est-à-dire que quand on est un grand propriétaire ou on a beaucoup d'emprises, beaucoup de bâtiments. C'est le cas, par exemple, pour nous, SNCF, mais c'est aussi le cas des grandes métropoles. Et on a besoin de connaître son patrimoine et on a besoin de lui donner un second souffle. Donc, on va imaginer les nouveaux usages. On va optimiser les occupations sur nos terrains. On va commencer à gérer la période de transition entre la cessation d'activité, donc un bien qui va être vidé de son occupation, et la transformation du site. Nous, on se rend compte aussi que les recherches actuelles portent de plus en plus sur des locaux atypiques. Donc, pour les patrimoines comme ceux des métropoles ou ceux de SNCF, on est tout à fait là-dedans, puisqu'on va avoir des biens qui sont souvent des biens industriels, des très grandes surfaces, des très grandes hauteurs sous plafond, donc des biens qui ont un intérêt patrimonial très fort, mais des biens qui, pendant longtemps, n'étaient pas toujours recherchés parce que pas très faciles à réinvestir. Pour nous, il y a aussi, côté SNCF, un allant, un envie d'être un acteur du territoire, ce qu'a toujours été le groupe. Donc, on est vraiment dans une position de médiation avec les collectivités, avec les porteurs de projets et avec les promoteurs qui, eux, iront chercher des projets pérennes. Et donc, grâce à tout ça, ça nous permet d'aider à construire la ville de demain et puis de un petit peu lâcher la bride à l'imaginaire pour avoir des projets qui collent à un besoin du territoire, à une envie du territoire, à une envie des citoyens, plutôt que souvent ce qu'on a eu tendance à faire, apporter des projets tout faits, un peu tous similaires sur des territoires et demander aux territoires de s'y adapter. Donc, se pose la question, quand envisage-t-on l'urbanisme transitoire, comme Anne-Sophie l'a dit, lorsque sur un site, il y a une cessation d'activité, s'il n'est pas repris dans la foulée pour le même usage par un tiers, il peut ne pas y avoir de projet, ou il peut y avoir un projet qui nécessite un réaménagement. Et donc, tôt ou tard, arrive la conception du projet d'aménagement qui consiste en général en 4 étapes principales. Il y a les études préalables, la programmation, le projet architectural, puis ensuite le dépôt de permis avec toute l'instruction du projet. Et là, toute cette phase de conception du projet d'aménagement, c'est une phase de vacances. Phase lors de cette conception, de vacances pendant cette conception, mais aussi avant ou pendant, avant cette conception, si elle tarde à s'initier, mais aussi pendant, si celle-ci s'allonge pour des questions toutes les questions techniques, réglementaires, structurelles ou de contexte qui peuvent venir rallonger cette vacance. Et donc, cette vacance est réelle, elle dure en général quelques années, et donc c'est une opportunité pour créer penser et initier des projets d'occupation temporaire.
Comme, comme il a été dit, ce projet d'occupation temporaire donc, arrive dans un temps intercalaire qui est quand même relativement court et donc qui doit se faire avec et se penser avec plusieurs acteurs. On va passer à la slide suivante. Il y a vraiment, pour la mise en service de ces projets sur une courte durée, il y a la nécessité de co-construire avec trois parties prenantes principales, qui est le propriétaire du site, la collectivité et les occupants et les parties prenantes locales. Il y a vraiment cette nécessité de co-construction avec l'ensemble de ces parties prenantes parce que, en général, ce sont, comme ça a été présenté par Anne-Sophie, des projets frugaux. La temporalité aussi de mise en œuvre d'actions, de procédures est totalement différente pour le propriétaire, la collectivité, mais aussi pour les occupants. Ce qui fait qu'il y a vraiment un besoin que tout le monde aille dans le même sens pour que ce projet d'occupation temporaire puisse voir le jour. Donc, les différentes temporalités entre les acteurs dues à leurs procédures, à leurs attentes aussi, pour qu'il puisse y avoir une mise en œuvre facile du projet d'occupation temporaire et qu'ensuite il y ait une réponse du territoire vis-à-vis de ce projet d'occupation temporaire, nécessite une co-construction entre ces trois parties prenantes. Et celle-ci est facilitée en général par un tiers. Donc, comment est-ce qu'on initie ces projets d'urbanisme transitoire? Moi, j'aime beaucoup le schéma qui a été produit par l'IAU parce que ça montre bien que les projets d'urbanisme transitoire sont toujours des projets sur mesure. On ne peut pas faire un projet d'urbanisme transitoire dans Lyon 7e et le recalquer à la Mulatière et puis faire de même à Madrid. Ça ne marchera pas. Il est essentiel de bien connaître son site pour envisager les usages d'urbain transitoire. Donc, il y a des données d'entrée primordiales. La durée, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Anne le disait, les projets d'urbain transitoire sont des projets frugaux. Les modèles économiques sont souvent assez sensibles. Donc, sur la durée, en fait, à quelques mois près, on peut se casser la figure. Donc, bien définir la durée et bien l'ajuster et trouver le projet qui rentre dedans, c'est essentiel. Bien sûr, le contexte légal et juridique, il est primordial. Nous, sur nos terrains, on a quand même très souvent des PLU qui ne sont pas favorables. On a des plans de prévention de risques d'inondation ou technologiques qui sont très défavorables. Donc, les projets n'auront pas la même tête. On n'ira pas créer une salle d'exposition sur un zonage PPRT très défavorable, par exemple. La question du financement, bien entendu, elle est primordiale. Le site, est-ce que c'est un site bâti? Est-ce que c'est un site complètement libre? Est-ce qu'il y a un petit peu d'occupation partielle? Est-ce que le bâti est en bon état? Ça, ce sont des notions qu'il faut avoir et si on ne les a pas, on met en risque nos porteurs de projets. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces données-là d'entrée, de les connaître et de les faire savoir. Donc là, une fois qu'on a accumulé ces données d'entrée, on va pouvoir identifier les estimations pour réutiliser, remettre en état, etc. On a plusieurs biais pour monter ces projets d'urbain transitoire. On peut passer sur des gré à gré. Il y a des projets qui émergent parce qu'il y a des rencontres qui se font. Et puis, il y a d'autres projets, d'autres envergures aussi de sites qui nécessitent plutôt d'aller sur une consultation, sur un appel à projet, d'avoir une émulation du territoire. Et puis de laisser aussi un petit peu les porteurs de projets imaginer, faire rêver, donner envie. Puis après, il y a la façon dont on contractualise.
nous, en tant que grande entité, on connaît les outils juridiques, etc. Très souvent, nos porteurs de projets n'ont pas le même background. Voilà, ces outils de contractualisation, ils sont très lourds pour eux, très compliqués à comprendre, très compliqués à appréhender. Donc, il y a toujours un dialogue à avoir assez intéressant pour apprendre les uns des autres et arriver à des outils qui permettent au projet de se faire et surtout au projet d'évoluer et de s'adapter. On peut passer à la slide suivante. Là, c'était plutôt des clés d'analyse ou des bonnes pratiques sur l'urbain transitoire pour penser son projet. Donc, effectivement, selon la temporalité, quand on est dans des projets qui sont des projets dits de préfiguration, c'est quand même assez intéressant d'avoir un porteur de projet qui permette d'imaginer les activités de demain. Et ça permet d'enrichir le projet de demain et puis surtout, ça permet aussi de faciliter l'implantation du projet pérenne. Voilà, il y a toujours une approche itérative. Un projet d'urbanisme transitoire, ce n'est pas un truc, on l'ouvre et c'est fini, on ne s'en occupe plus. C'est long à mettre en place, mais en fait, ça demande aussi un investissement pendant toute la durée d'occupation. Parce que le projet, il est évolutif. C'est la richesse de ces projets-là. Et donc, ça va demander d'adapter beaucoup de choses, le bâti, le site, mais aussi nos outils effectivement juridiques, nos conventions, nos biais de contractualisation. C'est souvent intéressant d'avoir des projets transversaux avec une mixité d'activités, une mixité d'acteurs. C'est vraiment très important pour moi d'avoir un travail avec les occupants. En tout cas, en tant que propriétaire, je pense que quand on co-construit avec le porteur de projet, on arrive à des projets qui ont du sens et qui sont plus robustes. Parce que nous, en tant que propriétaire, en tant que maître d'ouvrage, on a quand même des clés de lecture que n'ont pas nos porteurs de projets sur tout ce qui est réglementation, urbanisme, etc. Et donc, on peut les aider à asseoir leur projet. Et puis, la mise en valeur du territoire. Un projet, Anne le dit et le redit, un projet d'urbain transitoire, il est lié au territoire, il est lié aux citoyens. Les projets hors sol, ça ne marche pas. On peut avoir souvent, il y a souvent de l'événementiel autour des projets d'urbanisme transitoire. Ce sont des lieux de destination qui attirent et qui rayonnent assez largement. Mais ce sont aussi des lieux de vie et ce sont les gens qui sont autour qui doivent y vivre. Je me permets d'intervenir en tant que maître du temps. Nous allons devoir accélérer la présentation pour laisser une place aux questions-réponses dans 5 minutes, un peu plus. À savoir que cette présentation sera envoyée à tous les participants par la suite. Merci. Merci Nathalie. Merci. Donc, en fait, qu'est-il possible de faire sur ces lieux? Donc, l'urbanisme transitoire est a priori possible sur tout type de lieux, que ce soit terrain nu, espace bâti et nu, sur des durées qui peuvent varier, comme on l'a vu, de quelques jours à des années. A priori, de grands nombres d'activités sont possibles, et que ce soit des activités économiques, type tiers-lieux, coworking, etc., mais aussi des activités de production ou type logistique, stockage, recyclerie. Voilà, des activités aux fonctions environnementales, des expérimentations, de médiation de l'urbanisme, l'événementiel, le culturel, mais aussi l'hébergement. Bien entendu, toutes ces activités seront envisagées en fonction des possibles du site et des besoins et des attentes du territoire. Cet urbanisme transitoire peut être envisagé par des propriétaires qui soient publics ou privés. Par contre, que ce soit pour les propriétaires publics, bien sûr, ça va faire référence
à la domanialité, si c'est du domaine public ou du domaine privé. Dans le cadre juridique ne sera pas du tout le même pour la mise en œuvre de ces projets. Et en fonction du contexte, les modèles économiques seront vraiment différents. Donc, on va passer à la slide suivante. A priori, donc, il y a une multitude de possibilités, mais ça va être quand même conditionné au contexte. Si on passe suivant, on a celui des marchés étendus et détendus. Voilà. En fait, vous avez votre site se situe soit sur un marché tendu, donc en général sur certains secteurs de ville ou d'agglomération, et là il y a un véritable marché d'occupation temporaire. Ce sont certes des modèles précaires mais réels. Par exemple, ici, on a l'exemple de la Belle Friche à Montrévin sur l'occupation rez-de-chaussée d'une opération neuve. Mais votre site peut être aussi un marché détendu. Et là, du coup, c'est une occupation beaucoup plus pragmatique due à une vacance qui est plutôt structurelle et elle repose plus fortement sur des initiatives citoyennes. On a par exemple ici le collectif Ici et Bientôt à Saint-Étienne pour la réactivation des rues par les rez-de-chaussée vacants. Et ça peut prendre ces occupations peut être dans le cadre d'un renouvellement urbain. Et là, l'occupation temporaire peut être portée par la politique de la ville qui concilie l'intervention spatiale et sociale. On a l'exemple, par exemple, ici du pavillon Bourgogne, avec le collectif d'architectes et artisans ici à Saint-Denis, ou alors un exemple plus dans la région lyonnaise, on a un exemple de l'Autre-Soie à Villeurbanne, dont l'occupation temporaire, enfin, c'est une véritable occupation transitoire qui permet la co-construction du projet urbain sur le site. Donc, si on passe à la slide suivante, on a vraiment différentes activités. Conformes aux activités originelles, on a les activités artistiques liées à la création, à la diffusion artistique, avec l'accueil de résidences d'artistes conventionnés. Ici, on a une photo de l'exemple de la friche Lamartine. Vous avez aussi les activités événementielles qui regroupent des activités plutôt festives, sportives, de loisirs. On a l'exemple ici de Ground Control porté par la ligne rousse sur un des terrains de la SNCF à Paris. Là, bien entendu, les investissements sont beaucoup plus importants pour la sécurisation du public, avec des normes ERP à suivre, à se conformer. Et donc, ce qui amène aussi à une importance primordiale donc, sur le modèle économique, pour faire face à ces investissements importants, et si le modèle économique repose uniquement sur le prix de la bière, voilà, toutes ces choses-là se construisent et se pensent ensemble. Ensuite, donc récemment, des activités économiques ont pris place sur ces lieux avec la mise en place de lieux de travail. Donc, comme on l'a dit, ça marche très bien sur des contextes de marché tendus avec des loyers abordables environ à 20 ou 50% en deçà du prix du marché classique. On a l'exemple, par exemple, sur la métropole lyonnaise de l'occupation du rez-de-chaussée en U de la tour panoramique à la Duchère, gérée par Plateau Urbain, qui a dû prendre fin ici très récemment. Et on a des activités plus aux fonctions environnementales. Donc, on pense bien entendu en premier lieu à de l'agriculture urbaine, au jardin, mais ça peut être aussi des activités liées à l'économie circulaire et tout ce qui tourne autour du réemploi, du recyclage.
Une activité qui se fait aussi est l'hébergement d'urgence porté par des associations qui, elles, sont spécialisées et qui bénéficient de financements nationaux. Ici, par exemple, il y a l'image du CHU à l'Autre-Soie qui est géré par Alinéa. Et vous avez aussi les activités de médiation urbaine qui portent sur l'information, mais également la concertation et les activités de préfiguration liées aux futurs projets. Et ici, vous avez l'exemple de Wattignies Social Club sur l'île de Nantes. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces activités ne sont pas nécessairement possibles sur votre site. C'est pour ça, comme l'a dit Anne-Sophie, il est vraiment important de connaître votre site, mais c'est aussi pas nécessairement possible en fonction de votre territoire et en fonction de la durée dans laquelle doit s'inscrire. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Et l'étude menée par l'IAU en 2018 a démontré que seuls 15% des projets étaient mixtes, donc mixer les activités, parce qu'en effet, il y a plusieurs critères qui doivent être regroupés, et la mise en œuvre de ces projets mixtes, c'est encore une autre histoire. On va passer à la slide suivante sur les résultats. Ceci diffère vraiment en fonction du lieu et des objectifs recherchés, du portage, du contexte. Ensuite, également sur ce qui a pu être mesuré. Donc, il y a des résultats sur la réactivation de sites, des emplois, des financements, la nature en ville, les coûts de la vacance qui sont évités, des effets tremplins pour les activités, des retombées aussi médiatiques. En fait, ce sur quoi on voulait porter votre attention, c'est la nécessité de mesurer l'impact de vos projets et pour ce, de l'anticiper à la conception, mais même à la définition, dès la définition de vos attentes. Vous, en tant que maître d'ouvrage, vous avez des attentes, la collectivité ou les différents organismes au sein des collectivités vont en avoir d'autres, les occupants aussi. Il est important que vous définissiez ce que vous attendez de votre occupation temporaire pour pouvoir définir les indicateurs de mesure et de mesurer cet impact. La slide suivante. Donc, on va vraiment survoler le cadre juridique et réglementaire. Ici, c'est un schéma de l'IAU qui représente bien un peu l'ensemble du cadre juridique et réglementaire dans lequel s'inscrit ou s'inscrira votre projet. D'abord, fait référence au code de l'urbanisme, dans tout ce qui est l'occupation des sols, mais aussi sur le code de la construction et de l'habitat et le code du travail en termes d'accessibilité et de sécurité de votre site. Et il va y avoir aussi, il n'échappe pas aux différentes autorisations d'urbanisme auxquelles vont devoir faire votre site. Je ne vais pas pouvoir m'étendre plus là-dessus. Peut-être la slide suivante. On voulait apporter quelques points de vigilance sur la mise en place de ces projets d'urbanisme transitoire. Anne-Sophie, si tu veux. Oui, moi je suis assez ébahie par tous les projets qui émergent en ce moment. Je trouve que c'est très intéressant. En plus, ils sont tous polymorphes, tous différents. C'est assez inimaginable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par contre, quand on est maître d'ouvrage ou quand on est propriétaire, l'urbain transitoire, c'est pas non plus la solution magique pour éviter de la vacance ou pour éviter des coûts de maintenance entre la fin d'une activité et le projet pérenne. Déjà parce que quand on l'utilise un peu comme un fourre-tout, on met en risque les porteurs de projets. Et d'autre part, parce qu'on a des projets qui sont un petit peu branlants et qui ne fonctionnent pas très bien. Donc pour moi, il est vraiment
très important, comme on vous l'a déjà dit, de bien connaître son site, de bien connaître la durée d'occupation pour adapter le projet et de bien identifier le temps et l'investissement que ça nécessite pour le propriétaire et pour le maître d'ouvrage. Même si aujourd'hui on peut s'entourer d'AMO pour ces questions d'urbanisme transitoire pour nous aider à développer le projet, ce sont des vrais projets en soi, donc il faut y consacrer du temps. C'est pas juste la solution pour occuper un truc libre pendant 18 mois. Et le deuxième point qui souvent inquiète, c'est la fin de vie de l'occupation, parce que quand ça marche bien, il y a une vraie histoire d'amour qui s'est créée entre le site et son environnement et les citoyens et les gens qui y vont de façon régulière. Donc c'est forcément toujours un petit peu douloureux une fin d'occupation. C'est pour ça que l'outil juridique de conventionnement il est important. Il est très important d'y indiquer une fin et il est aussi très important que les porteurs de projets communiquent sur cette fin pour que dès le début de l'occupation elle soit enregistrée et que de façon apaisée la fin d'occupation puisse se mettre en œuvre. Anne, tu complètes ? Oui, je vais simplement dire les points de vigilance, on les a déjà abordés tout au long sur les autres points au niveau de la déconnexion avec le territoire, aussi le fait de l'instrumentalisation de l'occupation temporaire, de la création de valeur, le précariat des occupants, aussi, ce sont toujours des modèles qui sont quand même fragiles. Donc ça, c'est bien à avoir en tête. Et aussi un vecteur de gentrification de certains quartiers. Puisque on ne l'a pas abordé, mais l'urbanisme transitoire aussi permet dans certains quartiers de mixer. Il peut y avoir une contrepartie au niveau de la gentrification de ces quartiers. En tout cas, celle-ci est annoncée. Si pour conclure, vraiment, si on aimerait que vous repartiez de cette présentation avec quelques points. La première, donc, c'est vraiment d'anticiper cet urbanisme transitoire, donc vraiment connaître votre site, comme l'a dit Anne-Sophie, la durée d'occupation et vos attentes, ce qui est important, donc qu'on construire avec le territoire, l'importance des collectivités, l'ancrage territorial, aussi mesurer vos impacts et le penser dès le début de la conception et de la définition de votre projet. Et aussi un point qui nous paraît très très important, comme tout projet, il faut le cadrer, mais l'urbanisme transitoire aussi, c'est accepter une part d'inconnu. C'est-à-dire que chaque projet est vraiment sur mesure, où vous allez apprendre, ainsi que la collectivité, ainsi que les parties prenantes, le facilitateur, à apprendre au fil du projet, à l'améliorer. Donc, il faut être vraiment agile et se permettre une évolution et être ouvert à accepter des choses auxquelles on n'a pas pensé initialement. Merci beaucoup du coup pour ces présentations. On va prendre le temps de quelques questions qui ont été posées soit par le biais donc, de questions-réponses, soit si vous voulez, vous avez la possibilité de lever la main pour poser aussi des questions. Alors, je vais prendre un peu les questions dans l'ordre. On n'arrivera sans doute pas à toutes les passer parce qu'il y en a un certain nombre. Donc, il y avait Monsieur Nicolas Guillot. Si vous êtes là, est-ce que vous voulez lever la main pour que je puisse vous donner la parole pour intervenir et poser votre question? Hop, je ne vous vois pas, alors je ne sais pas. Je pense qu'on répondra du coup à sa question
sur la foire aux questions. Il y a Monsieur Ferry qui avait plusieurs questions à vous poser. On ne pourra pas poser toutes vos questions, mais je vais vous donner la parole, Monsieur Ferry, pour que vous puissiez poser votre question. Alors, attendez, hop. Voilà, Monsieur Ferry, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes. Merci pour cette très belle présentation. Voilà, moi, c'était surtout à destination de Madame Courbière, puisque je connais bien les deux partenaires de ma friche urbaine. J'aurais voulu revenir un petit peu sur les freins. Une fois qu'on a un projet qui économiquement est bien porté, qu'on a fait des études au niveau de la fonction sociale, des acteurs qui peuvent être dedans, quels freins, autres que ceux qui ont été exprimés lors de la présentation, vous verriez sur un projet, et y a-t-il des possibilités d'avoir des occupations pour vous sur des terrains, mais sur des périodes plus ou moins longues, entre 3 et 5 ans? Alors, je vais répondre déjà à la fin de la question qui est plus simple. Sur des occupations longues de 3 à 5 ans, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, on envisage même des occupations plus longues parce que le contexte fait on sait que certains sites ne vont pas se développer avant 10 voire 15 ans. Donc, on est tout à fait en capacité, effectivement, d'envisager de l'urbanisme transitoire sur une temporalité qui paraît moins transitoire, effectivement, à 10 ou 15 ans, mais à l'échelle de la ville, on est quand même dans la transition. Et après, sur les difficultés qu'on a, je pense qu'il y a toujours un sujet d'acculturation à ces projets d'urbanisme transitoire qui sont un petit peu... qui restent quand même novateurs, même si on en parle beaucoup. Et donc, en tout cas, dans les grands groupes, et je pense que SNCF en fait partie, mais la promotion immobilière, de manière assez générale, commence aussi à se mettre à des projets d'urbanisme transitoire. Il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on porte ces projets-là, comment est-ce que nos directions les entendent, parce qu'on est quand même sur des modèles qui ne sont pas complètement testés, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, et on y va, on apprend en marchant, et c'est toujours un petit peu angoissant, je pense, pour des groupes qui ont plutôt l'habitude d'avoir des projets très cadrés, avec un planning très bien défini, avec des estimations très claires, et le qui fait quoi. Donc, oui, moi, je trouve qu'il y a encore un gros travail d'acculturation. Et après, bien sûr, pour moi, le point qui est essentiel, c'est la construction avec la collectivité. Tous les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, ils ont une vraie chance de sortir quand la collectivité est avec nous, co-construit avec nous, a envie avec nous de faire, de voir se développer. Et parfois, il y a des projets sur lesquels c'est un peu plus compliqué parce que les envies du propriétaire et de la collectivité ne convergent pas toujours. Merci pour cette réponse. On va prendre une autre question. Monsieur Roche, je vais vous donner la parole. Voilà, normalement, votre micro doit être activé. Oh ben, j'arrive pas à activer votre micro, excusez-moi. Bon, on va prendre une autre question en attendant. Monsieur Duacon, est-ce que vous pouvez parler? Zut, pourquoi j'arrive pas à activer votre micro? Bon, alors, excusez-moi. Je vais trouver une solution. En attendant, je vais poser une question qui a été éventuellement écrite. Quel budget annuel, en moyenne, faut-il prévoir pour un projet d'urbanisme transitoire? Anne, je commence, tu complètes? Oui. Alors, c'est une question très compliquée parce que ça dépend tellement du projet.
et ça dépend beaucoup du site. En tout cas, moi aujourd'hui, je travaille sur des sites qui sont des sites tout petits. Et on a aussi d'autres projets qu'on imagine sur des sites qui font plus de 18 hectares avec 80 000 m² de bâti. Donc forcément, le budget n'est pas le même. Et forcément aussi, si on est sur un site bâti, je dirais qu'il y a un petit peu plus d'études à fournir puisqu'il faut connaître l'état du bâti, structurel, l'amiante, tous les diag, toutes les données d'entrée qui vont bien. Donc je peux difficilement répondre à cette question et puis se pose aussi la question de est-ce que c'est quelque chose que vous gérez entièrement en interne ou est-ce que vous voulez vous adjoindre une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc je sais pas vraiment vous répondre. Pour moi, ça reste quand même l'idée, c'est quand même qu'on reste dans des projets frugaux, que ce soit en fait pour le propriétaire ou le porteur de projet. Donc le budget minimum pour moi, c'est vraiment les données d'entrée à récupérer. Donc en fonction du site, ça va aller de quelques dizaines de milliers d'euros à peut-être plutôt 200 ou 250 000 sur des très très gros sites qui sont des sites, par exemple chez SNCF, qui sont des sites industriels, qui ont une vie industrielle très longue et donc toutes les données historiques et environnementales bâties à réunir sont effectivement lourdes et conséquentes. Anne ? Oui, pour compléter, en effet, donc ça dépend vraiment de ce que vous connaissez du site. Faut savoir aussi que les études techniques dont parle Anne-Sophie, qui sont nécessaires pour l'urbanisme transitoire, potentiellement elles sont nécessaires aussi pour le projet futur. Donc, voilà, c'est pas non plus inclure totalement dans le budget de l'urbanisme transitoire, sauf si vous envisagez pour le projet futur de démolir totalement le site. Hein. C'est le cas sur certains sites d'urbanisme transitoire où le bâti est conservé uniquement pour la mise en œuvre du projet d'urbanisme transitoire. Je pense par exemple au hall du Faubourg dans le 7e. C'est vraiment une occupation temporaire sur un site qui va être démoli pour le projet futur. Donc voilà, là les investissements de mise aux normes pour l'accueil du public, etc. sont à prendre en compte dans le modèle économique, l'équilibre du modèle d'urbanisme transitoire. Mais elles peuvent ne pas y rentrer si c'est au service du projet futur également. Après, Anne-Sophie parle à minima de quelques dizaines de milliers d'euros. Il faut savoir aussi que nous, on intervient par exemple sur des friches nues de 1000 mètres carrés dans des quartiers de politique de la ville. C'est certain que le budget ne sera pas de quelques dizaines de milliers d'euros. C'est disproportionné par rapport au site, au contexte et puis aussi aux moyens du maître d'ouvrage, quoi. Là, l'idée, c'est que les résidents soient acteurs de l'usage de cette friche pour éviter qu'elle soit une décharge sauvage. Donc, voilà, tout ça doit vraiment être au cas par cas et désolée de ne pas pouvoir donner de fourchette de chiffres. Alors, on va prendre une dernière petite question parce qu'il est déjà midi. Comment gérez-vous les sites pollués sur de l'usage transitoire? Je veux bien commencer à répondre et puis Anne-Sophie, tu compléteras si tu veux. Comme tout site pollué, il y a des pollutions sur lesquelles, de toute façon, sur la base de l'EQRS, vous n'allez pas pouvoir intervenir, ou ce sera en fonction des activités ou du public accueilli. Donc, soit c'est pris comme une contrainte et ça va être les contraintes pour l'occupation temporaire dans laquelle il faudra prendre en compte, ou alors soit
de toute façon, pour le projet futur, il est envisagé de dépolluer. À ce moment-là, la dépollution peut intervenir avant, ou même il peut être envisagé en fonction du type de dépollution, si ce sont des dépollutions in situ, qui nécessitent une mise en œuvre sur un très long terme et de faire une dépollution en même temps de l'urbanisme transitoire. Après, ça pose d'autres questions au niveau de la coactivité, de la faisabilité. Il faut savoir que l'urbanisme transitoire peut aussi s'envisager uniquement sur une partie du site, pas nécessairement la totalité. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut être assez imaginatif aussi. Oui, ça fait partie en fait des données d'entrée à récolter. Hein, la question de la pollution, en tout cas nous sur les fonciers SNCF, elle est essentielle. Et en fait, soit effectivement ça devient une contrainte et on le pense comme une contrainte et ça devient difficile de sortir un projet, soit on l'envisage plutôt comme un challenge et si les EQRS contraignent fortement les activités, et ben on va essayer de définir un projet, un fil rouge sur la programmation qui permette de rentrer dans ces contraintes-là. Et parfois, en fait, quand on a c'est difficile, hein, les projets très contraignants, on a l'impression que ça s'accumule et qu'on ne fera jamais rien. Mais souvent, quand on a aussi beaucoup de contraintes, on arrive à faire des projets qui sont très agiles, très ingénieux. Et finalement, les sujets pollution, je trouve que ça nous permet souvent d'innover. Donc, bien entendu, là où il y a de la pollution, on n'ira pas faire un jardin. Voilà, potager, ça, par exemple, on va éviter. Mais finalement, il y a plein d'autres solutions. Donc, ça fait juste partie des données d'entrée à avoir. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas eu leur réponse en direct. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a noté toutes vos questions. Et on fera un document questions-réponses pour vous permettre d'avoir toutes les réponses. De plus, vous avez donc affiché les coordonnées de toutes les personnes qui ont fait des présentations. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus de précisions sur certains points. Et merci à tous pour votre présence.